Bonjour à tous qui êtes ici en présentiel et bienvenue à ceux qui sont à l'étranger, qui sont sur notre chaîne YouTube. Beaucoup de personnes vont suivre cette belle journée de transition numérique eFutura. Alors aujourd'hui, vous savez que tous les ans nous faisons une journée. Il s'agit de l'éthique, data et transition numérique. Alors pourquoi ? Les entreprises chez eFutura sont dans le domaine de la transition numérique, dans le domaine du document, du data. Nous sommes les premiers touchés par tout ce qui concerne le big data, l'introduction de l'intelligence artificielle dans les logiciels, etc. Il nous a paru important de nous poser la question sur l'éthique. Comment nous, entreprises, devons réagir face à l'introduction de toutes ces technologies, mais comment nous, êtres humains, comment nous, parents, comment nous, personnes, devons réagir face à tout ce qui est cette transition numérique et cette éthique. Alors avant, je vous présente quand même eFutura, c'est important. Association professionnelle qui regroupe les acteurs de la transition numérique, principalement liés aux documents. Et nous avons 3 groupes. Un groupe de fournisseurs de solutions qui comprend les éditeurs de logiciels, les intégrateurs, les hébergeurs, les consultants, etc. Un groupe de clients, utilisateurs, d'associations professionnelles et un groupe d'universités, d'organismes de recherche, etc. Donc nous accompagnons ces acteurs autour de cette transition numérique en participant à l'évolution des normes pour éviter que ce soit des lobbies qui prennent en compte à leur seul profit certaines normes. Donc nous sommes au niveau de l'AFNOR en France, au niveau de l'ISO international, au niveau du CEN, mais nous avons également des groupes de réflexion dans différents domaines, comme bien sûr les normes, l'e-santé, la blockchain, enfin un certain nombre de groupes qui travaillent autour de différents sujets. Nous demandons à des avocats spécialistes de publier des avis juridiques, par exemple, est-ce que nous sommes capables de supprimer les documents une fois qu'ils sont numérisés et archivés, ou comment les supprimer, quelle est la loi qui permet de le faire. Nous avons les journées comme aujourd'hui, journées de réflexion sur des thèmes d'actualité et de société. Voilà, pour plus de détails sur eFutura, n'hésitez pas d'aller sur le site, en tout cas ceux qui ne nous connaissent pas. Et nous allons très rapidement maintenant passer sur nos sponsors, sans qui cette journée aurait été difficile. Donc les sponsors Gold, Everial et Intalio. Alors Everial, depuis plus de 30 ans, ils développent des solutions sur toute la chaîne documentaire. Ils sont experts de la collecte, du tri, de la dématérialisation, de l'authentification et du traitement de toutes les typologies de documents, ainsi que de leur archivage sécurisé, qu'ils soient papier ou numérique. C'est important, on est à l'heure du numérique, mais il y a encore énormément de papiers qui sont archivés dans beaucoup de sociétés. Intalio, c'est un fournisseur international de logiciels qui innove depuis 30 ans dans les domaines des services, du contenu et des gestions de processus. Ils associent les technologies de pointe de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour proposer une ligne de solutions d'entreprises avancées. Alors Intalio est devenu l'un des principaux acteurs de la transformation numérique aux États-Unis, en Europe et dans la région MENA, c'est-à-dire Middle East, Afrique. En ce qui concerne nos sponsors Silver, vous avez donc EuroTVS, Guindet 2000, CLI Group et Numen. Alors EuroTVS est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ils sont experts dans la digitalisation et traitent tout type de documents papier et électroniques. Ils proposent eux également de l'archivage physique et numérique avec mise à disposition sur un portail collaboratif qui s'appelle Workflow SysWeb. Ils disposent de 8 centres de production en France, interconnectés pour assurer un backup immédiat. Guindet 2000, entreprise sénégalaise à vocation africaine. Alors il faut vous dire que nous sommes assez, même très impliqués en Afrique. Certains de nos membres, comme Guindet 2000, ici présent, est au Sénégal. Nous en avons en Côte d'Ivoire, nous en avons au Congo, Congo-Brazzaville, la Chambre de commerce de Paris avec le centre d'échange Afrique-France. Donc nous essayons d'aller de plus en plus vers l'Afrique, qui de cœur est important pour nous, mais qui est également un futur potentiel important. Alors Guindet 2000, entreprise sénégalaise à vocation africaine, ils sont spécialisés dans la dématérialisation et la construction du guichet unique digital. Ça a été une des premières entreprises, je crois peut-être la première en Afrique, à créer un guichet unique. Un guichet unique, ça veut dire que différents acteurs vont aller sur un même site pour pouvoir faire, par exemple, tout ce qui est douane, enregistrement de douane, etc.
Ils existent depuis 2002 et réalisent des projets dans plusieurs pays africains. Plusieurs fois primés, ils sont certifiés ISO 9001 et 27001. CLI Group, créateur de solutions digitales métiers, CLI accompagne ses clients dans leur transformation à travers des activités de consulting, digital intégration, application management et produits. Ils ont notamment une filiale qui s'appelle Spark Archive, qui est membre d'Ifutura. Agile et innovant, les 600 talents CLI imaginent et construisent des solutions métiers créatrices de valeur. Ils réalisent 83 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Numen, enfin, un groupe français de plus de 50 ans, spécialise les traitements documentaires sensibles. Donc vous voyez, on est vraiment dans le traitement du document, qu'il soit papier ou électronique. Ils prennent en charge l'ensemble des projets de transformation des processus documentaires en apportant 3 services indispensables, une plateforme SaaS de gestion électronique de documents, des services de numérisation, extraction de données et indexation, et des services de production et d'envoi de courrier électronique ou papier, entrant, circulant ou sortant. Voilà, donc merci à nos sponsors. Et je remercie également nos partenaires presse, c'est Iomag, Archimag et Solutions Numériques. On a souhaité, au cours de cette journée, qui est orientée technique, on va parler de data, d'éthique, d'intelligence artificielle, et on a souhaité réunir et faire intervenir des profils différents. Ne pas être que sur des profils technologiques, mais croisés avec aussi des intervenants de la société civile, le but étant de pouvoir associer différents profils et avoir différentes visions de cette actualité technologique. On parle beaucoup d'IA comme une intelligence augmentée, c'est-à-dire une forme d'intelligence qui vient en tout cas augmenter notre intelligence humaine par cette capacité d'analyse systématique de très très gros volumes de données. Et c'est peu à peu cet équilibre-là qu'il faudra parvenir à trouver et qui, là aussi, va nourrir certainement nos débats sur le sujet de l'éthique, très clairement. Il n'y a pas de règle éthique universelle pour une simple raison, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de valeur universelle. Ça pensait que l'éthique, ce sont des principes, que ces principes sont universels, ça c'est très européen, c'est très occidental comme manière de penser, alors qu'en fait, il faut véritablement penser l'éthique comme quelque chose de très contextuel. Et même si on est dans du macro international, là, mais quand on va du micro, c'est très contextuel aussi en fonction des entreprises, des secteurs d'activité, des domaines, des actions qui sont menées, des produits qui sont développés. Un État digital, en fait, c'est un État plateforme. Donc, il y a une grande plateforme qui gère tous les services publics, mais pas que. Et c'est là où réside le succès de l'Estonie, c'est qu'ils ont créé une plateforme avec des données qui sont complètement décentralisées. Donc ça, c'est très important parce qu'en France, avec notre État jacobin centralisé, on a tendance à penser les projets de façon très centralisée. Là, les données sont décentralisées. Par exemple, les informations concernant un citoyen, il n'y a absolument pas un endroit où il y a toutes les informations vous concernant. Il va y avoir un ministère ou un service qui va avoir votre date de naissance, un autre aura votre adresse, etc. Et donc, en fait, ils ont organisé l'interopérabilité entre ces différents services. Je pense que nous sommes dans une décennie, en fait, de clarification. Je pense que toutes ces questions que nous nous posons aujourd'hui, en 2030, c'est d'autres questions qui se poseront. Et peut-être que c'est un moment où on pourra avoir quelque part une nouvelle forme d'éthique qui sera adaptée à cette réalité mouvante. Aujourd'hui, c'est trop dynamique pour être analysé, alors à plus forte raison être analysé et à partir de ça en tirer des conséquences. Acceptons d'être désutilisés et soyons désutilisés brillants plutôt que désutilisés idiots. Croyez-moi que l'IA générale, qui va savoir répondre à toutes les questions et être totalement autonome à la façon d'un Terminator, on en est quand même très 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 loin aujourd'hui. On va parler de la médecine de Pasteur à l'humain augmenté. Alors, vaste sujet. La médecine de Pasteur, ça fait un certain temps que c'est passé, 135 ans, la découverte du vaccin contre la rage. Et puis l'humain augmenté, c'est la réalité.
On parle d'humain augmenté, mais on ne parle pas simplement d'humain augmenté, on parle de médecin augmenté, on parle de chirurgien augmenté, on parle de patient augmenté, on parle de soldat augmenté. Et donc toutes ces notions sont assez importantes et nouvelles, et évidemment elles génèrent de vraies questions sur l'éthique, et on va y revenir puisque c'est quand même le fil conducteur de notre journée, et on va également mesurer comment est-ce que finalement on peut utiliser l'intelligence artificielle et les technologies telles que l'IoT, telles que les plateformes, pour pouvoir se servir d'outils qui vont permettre d'aider l'humain à, d'une part, s'augmenter, et on verra sous quelle forme, mais aussi d'aider l'humain en l'accompagnant peut-être avec des moyens qui lui permettent de prendre certaines décisions sans prendre de risques. Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qui fait qu'on est être humain? Qu'est-ce qui fait qu'on pense? Et en fait, travailler sur l'intelligence artificielle et travailler sur ces technologies telles que les neurotechnologies aussi, c'est interpeller finalement, c'est se dire ok, bah, il va falloir que peut-être qu'on fasse un détour vers la réflexion en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vraiment la frontière de qu'est-ce qu'être humain. Et la question, c'est est-ce que ça ressemble à l'intelligence humaine? On en a parlé tout à l'heure. L'intelligence artificielle, elle va vite, elle est logique, elle est objective, mais dans un seul domaine spécifique, c'est un domaine où elle a été entraînée. En revanche, l'intelligence humaine, et en particulier l'intelligence d'un médecin, c'est en principe la capacité à s'adapter et qui comporte non seulement une logique, mais une part non mesurable, non consciente dans le cerveau humain, et notamment des qualités qui n'existent pas dans les ordinateurs, mais qui sont très importantes pour un médecin, qui sont l'empathie, la conscience, les émotions, et en particulier le bon sens. On est à la frontière d'un certain nombre de choses, et notamment de fantasmes qui viennent de la Silicon Valley. On sait qu'Elon Musk, avec son projet Neuralink, veut augmenter le cerveau en implantant une puce dedans pour la mémorisation, pour la rapidité, avec des applications médicales qui ne sont pas négligeables. Et Laure en parlerait sûrement beaucoup mieux que moi. On le répète depuis ce matin, la donnée elle est au cœur de cette transformation digitale. Là, on parle de la santé, on a parlé d'autres secteurs ce matin. C'est toujours la donnée qui vient avec ce phénomène digital et qui permet de comprendre les comportements, qui permet d'être plus prédictif sur un certain nombre de sujets. Des technologies qui ont des effets sur l'homme, ça peut remettre en cause la normalité. Qu'est-ce qu'être normal si j'augmente les limites potentiellement? Et jusqu'où va-t-on? Est-ce qu'on ne va pas entrer dans un jeu où, notamment dans le monde militaire, on va exiger un dépassement de la normalité comme normalité? Et là, c'est une course qui ne s'arrête pas. Voilà le risque. Nous sommes tous, le nous au sens vraiment très large, un peu déjà addicts de la personnalisation et refusons de plus en plus d'attendre ou de consacrer du temps. Que le modèle, disons, de l'économie de l'attention n'est pas intrinsèque à la technologie elle-même. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a eu un certain parcours qui a été fait, alors que souvent c'est présenté comme une espèce de... Bon, il n'y a que cette route, c'est comme des contraintes de la technologie. Non, il y avait beaucoup de routes possibles, il y avait beaucoup de business models possibles. Il y en a un qui est celui qui est en train de... mais qui est discutable et qui est questionnable, etc. Les modèles économiques qui ont été développés à ce moment-là ont consisté à trouver un ressort pour valoriser, monétiser l'audience qu'on avait, mais pas la monétiser à la mode de l'audience qu'on connaît dans les masses médias, où en réalité, on ne sait pas exactement ce qu'on calcule, parce que les gens sont passifs, mais là, on a le clé de l'affaire qui rend le business très attractif pour les marques, c'est de dire vous avez une audience qui est active, qui réagit. Donc, ce n'est pas seulement le reach, comme on dit, l'extension, le fait que vous pouvez arroser un grand public, c'est surtout le fait que vous pouvez avoir un taux d'engagement élevé. Je pense que c'est quelque chose qui s'est mis à jour au fur et à mesure de nos usages et qui se voit aujourd'hui comme effectivement un potentiel fabuleux d'exploitation pour les plateformes. Et évidemment, quand on voit les chiffres, j'ai noté plusieurs chiffres, quand on voit que l'intelligence artificielle de Facebook récupère des trillions de données l'intelligence artificielle réalise des trillions de données pour réaliser 6 millions de prédictions de comportement à la seconde. Ce sont des chiffres et c'est concret, mais qu'en est-il fait derrière?
c'est pas uniquement, donc, comme je le disais, pour des publicités, c'est des orientations qui soient politiques, etc., des utilisations d'assurance. C'est un vrai business, hein, c'est vraiment commercialement très important. Je pense qu'on verra aussi sur chacun, culturellement, chacun de nos continents, comment on utilise ça et comment on paramètre ça. Parfois, on s'interroge si la matrice, Matrix, finalement, n'est pas aussi quelque chose qui est en train d'exister d'une certaine manière dans ce processus de régression dans lequel on nous met.